Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur la franchise. Comme vous le voyez, on va essayer d'être assez pragmatique et assez concret, puisqu'on va fonctionner en un jeu de questions-réponses pour bien vous fixer le cadre du fonctionnement, la définition et la manière dont les choses s'organisent dans un réseau de franchise. Donc moi, je suis Rosemarie Moins et je suis responsable de la formation et de la promotion à la Fédération française de la franchise. Et je serai accompagnée dans cette présentation par Florent. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci Rosemarie. Donc moi, je suis directeur du marché des professionnels pour les caisses d'épargne. Et donc j'interviendrai en binôme avec Rosemarie. Bien. Donc, on va d'abord s'exprimer et puis après, on vous laissera la parole et le temps nécessaire pour vous puissiez poser quelques questions. Alors, choisir sa franchise en 10 questions-réponses. La première, je pense, question à se poser, c'est la définition de la franchise. Qu'est-ce que la franchise finalement? Et la franchise, on pourrait rapidement la résumer de cette manière-là. C'est que vous avez face à vous deux entreprises, une entreprise qui est le franchiseur et d'autres entreprises formées et constituées par les franchisés, et que ces deux entreprises juridiquement et financièrement indépendantes vont être liées par un contrat. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Eh bien, le contrat va prévoir de la part du franchiseur une mise à disposition d'une marque. Donc le franchiseur est celui qui détient la marque, qui est propriétaire de la marque et de l'enseigne et qui va la mettre à disposition du franchisé, donc qui va lui permettre de l'utiliser. D'accord ? Quand on dit marque, on peut ajouter assez rapidement derrière notoriété. D'accord ? Si on intègre un réseau de franchise, c'est pour pouvoir profiter de la notoriété de la marque. D'accord ? Cette notoriété qui va vous amener, en principe, du client. Et du client de manière assez rapide et même directement. Donc, on a une marque avec sa notoriété, et la notoriété, elle va être faite au fur et à mesure par la communication que le franchiseur va mettre en place, et aussi par la multiplication, je dirais, des points de vente sur le territoire qui vont accroître au fur et à mesure cette notoriété. Donc, le franchiseur vous donne le droit d'utiliser la marque. Il vous donne aussi un concept clé en main. Le franchiseur aura pris le temps de développer son concept pendant un certain temps dans des sites pilotes et il va vous donner la possibilité d'appliquer son concept dès l'entrée dans le réseau. Le concept, c'est assez facile finalement. C'est quoi? C'est les 4 éléments du marketing mix pour ceux qui ont fait un peu de marketing dans leur vie. C'est-à-dire que c'est quel est le produit, le service que je vends, à qui est-ce que je le vends, comment est-ce que je le vends et quelle est la qualité d'emplacement que je vais trouver. D'accord? Donc, c'est l'emplacement, la communication, la cible client et le produit, le service et le positionnement prix, je dirais, par rapport à ce produit et ce service. C'est jamais que ça, en fait, finalement, le concept. Et c'est cette mise en musique, hein, cet aménagement, je dirais, de ces éléments-là qui vont constituer le concept. À partir du moment où le franchiseur va mettre en place son concept dans des sites, des unités qu'on va appeler des unités pilotes ou des sites pilotes, il va, par la force des choses, développer un certain savoir-faire, c'est-à-dire une méthode de fonctionnement, des processus, une forme de recette de cuisine qu'il va vous transmettre et qu'il va vous permettre aussi d'appliquer et ce qui va faire votre succès. Donc le savoir-faire développé par le franchiseur dans les unités pilotes est aussi un des piliers fondamentaux de la franchise. Et il faut rajouter à ça un 4e élément qui est tout aussi important, c'est l'accompagnement. Donc un franchiseur vous accompagne, je ne dirais pas de manière permanente, mais presque, dans le développement de votre entreprise. D'accord ? Vous n'êtes jamais tout seul. Et cet accompagnement, il est de type technique, il est de type commercial. L'idée, c'est que vous vous développiez de la manière la plus pérenne possible, que vous construisiez une entreprise pérenne. C'est tout son intérêt. Au franchiseur, c'est bien sûr votre intérêt et votre objectif, hein, bien sûr, en tant que franchisé, mais c'est là aussi où on retrouve, je dirais, la bonne collaboration et l'intérêt commun
des deux parties. L'intérêt commun des deux parties, pourquoi aussi? Parce qu'en échange de toutes ces prestations que le franchiseur va vous mettre à disposition, bien entendu, vous allez devoir le rétribuer. Il ne va pas mettre ça gratuitement à votre disposition. Ce n'est pas une entreprise philanthropique, le franchiseur. Il a besoin aussi d'argent pour fonctionner. Et donc, vous allez, pour pouvoir bénéficier de ces apports, payer ce qu'on appelle un droit d'entrée. On va y revenir tout à l'heure. Des royalties, donc des redevances sur le chiffre d'affaires. Et bien entendu, cette relation entre les deux sera, je dirais, scellée, inscrite dans un contrat, un engagement contractuel par lequel et le franchiseur et le franchisé auront des droits et des obligations. D'accord ? Chacun s'engage d'une certaine manière. Voilà la définition. Alors, question 2. Alors, je viens d'aborder rapidement le contrat, mais comment ça se passe en termes d'encadrement légal? Alors, le cadre légal, essentiellement, il tient en fait à deux éléments qui sont essentiels. C'est ce qu'on appelle le document d'information précontractuel, que je vais développer, et ce que disait Rosemary, le contrat de franchise. Il n'y a pas vraiment de droit de la franchise spécifique ou de loi spécifique en fait à la franchise, mais finalement la franchise elle s'alimente du droit des marques, du droit des entreprises, du droit de la fiscalité, du droit des affaires en général. Et aujourd'hui on a une loi qui est très intéressante qui s'appelle donc la loi Doubin et qui a pour objectif de dire que finalement, étant donné que décider de s'engager dans la franchise, c'est quand même un choix de vie qui va quand même faire que vous allez changer votre vie au travers de cette franchise parce que pendant 5, 7, 10 ans, vous allez décider de rejoindre une enseigne, que ça va vous coûter quand même relativement cher de rejoindre ce réseau, que ça va vous donner des obligations vis-à-vis du franchiseur avec qui vous allez travailler. Il est très important qu'en amont, en fait, vous ayez la possibilité de savoir exactement où vous mettez les pieds. Et c'est tout l'objectif du document d'information précontractuel qui va devoir en fait apporter une transparence totale et une information complète sur le réseau que vous allez rejoindre avant même de vous engager. Donc c'est ça le document d'information précontractuel. On peut dire que le contrat de franchise, si vous voulez, c'est une sorte de contrat de mariage quelque part, puisque pendant 7 ans, disons, vous allez devoir l'un et l'autre, franchiseur et vous, franchisé, respecter un certain nombre de normes, de procédures, d'obligations en face desquelles vous aurez des droits, mais qui fait que vous aurez un contrat avec cette enseigne. Le document d'information précontractuelle prévu par la loi Doubin, c'est une sorte de période de fiançailles un petit peu, qui doit durer au minimum 20 jours, pendant lesquels en fait, vous allez avoir accès à des informations très précises sur le réseau avant de décider de vous engager. Donc ce délai, en fait, il est de 20 jours avant la date de signature et 20 jours avant la date de signature du contrat de franchise, il doit vous être remis ce qu'on appelle donc ce document d'information précontractuelle qui va être composé d'informations très utiles. On va vous donner par exemple le curriculum vitae du franchiseur. Vous allez savoir exactement à qui vous avez affaire. Ce document, il va vous dire également succinctement qu'est-ce que vous allez retrouver dans le contrat de franchise, quelles sont les principales caractéristiques du contrat. Ce document, il va vous dire combien ça va vous coûter précisément de rejoindre l'enseigne. Ce document, il va vous dire également quels sont les franchisés qui font partie du réseau. Il va vous donner la liste des franchisés qui font partie du réseau. Ce document, il va vous donner aussi la liste et le nombre en fait de franchisés qui ont disparu depuis 1 an. Il va vous dire précisément, il y a un turnover, ça c'est un élément qui est très important dans nos choix et je pourrais en revenir sur le sujet en tant que banquier tout à l'heure si vous le souhaitez, mais savoir justement s'il y a du turnover, c'est-à-dire s'il y a des ouvertures et des fermetures par rapport à la franchise, c'est un indicateur qui est très utile parce que ça permet de savoir si on est face à une enseigne qui prolonge ses franchisés, où les franchisés se sentent bien et ont envie de rester, ou si non, il y a beaucoup de mouvements justement et éventuellement on peut considérer peut-être que ça peut être problématique. Ce document d'information précontractuelle, il va vous donner des informations sur le marché également que vous allez rejoindre. Et au total, il va également vous donner le contrat de franchise en complet, en annexe. Et pendant ces 20 jours, donc vous avez le document. Alors normalement, c'est bien avant 20 jours. Si vous avez engagé des relations avec votre franchiseur et que vous commencez à rentrer dans une étape, une procédure assez sérieuse avec lui pour vous engager, généralement, ce document, il va vous être fourni bien avant. Mais en tout état de cause, ce document, il doit être au minimum fourni 20 jours avant la signature. Et là, vous avez 20 jours pour regarder tous ces éléments,
pendant lesquels, là, vraiment, le franchiseur se sera mis à nu, si je puis parler un peu familièrement, pour que vous sachiez exactement quel réseau vous allez rejoindre et où est-ce que vous mettez les pieds. Donc c'est vraiment une info très très utile qu'il faut absolument exiger parce que c'est vraiment très bien. Parce que c'est la loi aussi. Et puis parce que c'est la loi, qui est d'ailleurs pas spécifique à la franchise encore une fois, puisque que vous soyez franchiseur, partenaire, coopérative, concession, quelle que soit la formule de commerce organisé retenue, ce document doit être fourni. Le deuxième élément, c'est le contrat de franchise. Alors, à moins que vous soyez juriste spécialisé, moi, ce que je conseille, c'est quand même, à un moment donné, d'aller rencontrer un spécialiste de la franchise. Et il y a beaucoup d'avocats spécialisés en droit de la franchise, notamment au sein de la Fédération française de la franchise, qui peuvent vous aider justement à voir si éventuellement il n'y a pas des problèmes par rapport au contrat qui vous est proposé. Le contrat, il est ultra important, si vous voulez, parce que c'est ce qui va définir vos relations pendant les 5 ou 7 ans que vous allez avoir avec votre franchiseur. Donc, on ne peut pas regarder ça à la légère, c'est ultra sérieux. Essentiellement, ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce contrat, ce sont les obligations réciproques entre les partenaires. Qu'est-ce que doit faire le franchiseur? Qu'est-ce que s'engage à faire le franchiseur? Quels sont les droits du franchiseur? Et en contrepartie, quelles sont les obligations du franchisé, notamment financières? On y reviendra tout à l'heure. Quelles sont les obligations du franchisé en matière de respect sur le concept, les normes, etc. Quel est le champ des exclusivités également, s'il y en a qui vous sont accordées par rapport à l'enseigne? Comment est-ce que la fin du contrat se passe? Comment ça se passe une fois que le contrat est arrivé à échéance? Comment on renouvelle, etc., etc. Donc c'est un document qui est très important, qui fait souvent une 60aine de pages à peu près, qui doit être regardé vraiment à la loupe et qui doit être, à mon avis, regardé par des spécialistes et des experts. Mais ça ne vous dédouane pas de le regarder parce qu'il faut quand même que vous preniez le temps de le faire. Mais dites-vous que le contrat de franchise, ce n'est pas l'essentiel non plus. Parce qu'une fois que le contrat de franchise est signé, si tout se passe bien, on le range dans un tiroir et puis on n'y touche plus parce que l'histoire, elle commence à ce moment-là, finalement. Effectivement, oui. On dit souvent qu'on ne gère pas un contrat de franchise avec un réseau avec un contrat sous le bras. Effectivement, on se met d'accord et puis après, on travaille ensemble. Alors justement, le contrat va contenir effectivement toutes les informations financières dont vous avez besoin ne serait-ce que pour faire votre compte d'exploitation et puis aller voir le banquier aussi. Mais est-ce que finalement la franchise c'est cher? Parce que souvent on entend dire bah oui, mais être franchisé c'est beaucoup plus cher que de créer son entreprise ex nihilo. Je vous répondrai oui, dans une certaine mesure, c'est vrai. Ça sera sans doute plus cher que si vous partez en créant une entreprise indépendante et seule. Qu'est-ce qui va être plus cher? Eh bien, il y aura un droit d'entrée. Et je vais vous parler des conditions spécifiques, je dirais, financières spécifiques à la franchise. Ce qui va être plus cher, c'est que le franchiseur, pour pouvoir avoir accès, vous donner l'accès à la marque, pour pouvoir vous donner une exclusivité territoriale, pour pouvoir vous former, parce que c'est très important aussi, on y reviendra dans les avantages, mais le franchiseur va vous former à votre nouveau métier, pour pouvoir vous accompagner au démarrage et à l'ouverture, eh bien, pour faire tout ça, le franchiseur va vous demander ce qu'on appelle un droit d'entrée. Donc, c'est le droit d'intégrer et d'accès au réseau. Ce droit d'entrée, il est perçu, c'est un montant forfaitaire qui est perçu à la signature du contrat et qui est de l'ordre, alors je vous donne une fourchette large parce que ça varie vraiment de réseau en réseau, entre 0, parce que des fois il n'y en a pas, à 50, 60 000 euros. D'accord? Donc, c'est un montant que vous versez, mais que vous ne récupérerez pas. Il est versé, voilà, et il est valable pendant toute la durée du contrat. Donc, droit d'entrée. Deuxième élément, vous êtes dans le contrat, vous êtes dans le réseau et vous fonctionnez dans le réseau. Le franchiseur va se rémunérer en vous demandant de verser un pourcentage de votre chiffre d'affaires hors taxe tous les mois. Donc, généralement, aussi, en termes de chiffres, ça va être de l'ordre de 3 à 5, 6, 7% de votre chiffre d'affaires hors taxe que vous reverserez au franchiseur. Je vous rappelle que le franchiseur, c'est une entreprise privée, que tous les services, c'est une entreprise qui doit fonctionner et que si le franchiseur ne perçoit pas cette rémunération, il ne pourra pas faire son métier de franchiseur et d'accompagnement. Il a une structure à faire fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les redevances directes ou les royalties. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de la marque et de la notoriété de la marque et que cette notoriété, elle se crée au fur et à mesure. Eh bien, pour faire de la publicité nationale,
la plupart des réseaux qui sont installés et développés sur tout le territoire vont aussi percevoir auprès des franchisés une redevance de publicité nationale. Là aussi, même fonctionnement que pour les royalties, un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe qui, lui, se situe entre 0,5 et 3 ou 4%. D'accord ? Mais ce montant-là ne sert qu'à faire la pub. Donc, c'est quelque chose de très transparent pour lequel le franchiseur rend des comptes et dit, ben voilà, aujourd'hui, cette année, j'ai encaissé autant de milliers d'euros pour la pub et voilà, je l'ai dépensé à faire de la pub et je peux vous en donner la preuve. Donc ça, c'est les conditions spécifiques, je dirais, financières spécifiques à la franchise. Ceci étant, comme toute entreprise, il va falloir investir, aménager, acheter du stock, avoir un système informatique, etc., etc. Donc tout ça, ça a un coût. Acheter des meubles, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement total. Et c'est aussi des montants que le franchiseur va vous donner. Si vous vous intéressez un peu, vous allez regarder sur leur plaquette commerciale, rencontrer les franchiseurs qui sont ici présents. Ils vont vous dire, pour ouvrir une boutique X, ça vous coûte 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 000 euros ? Ben, il y a tout. Il y a l'aménagement intérieur, il y a le stock, il y a l'informatique, il y a le droit d'entrée qui est inclus. Parfois, vous avez déjà un fonds de roulement qui va être prévu. Donc voilà, c'est qu'est-ce que ça me coûte pour pouvoir demain ouvrir ma boutique et recevoir mon premier client ? C'est 100 000 euros. D'accord ? Et ça, effectivement, si vous deviez partir seul, sans franchise, eh bien, ce serait 100 000 moins peut-être 15 000 euros de droit d'entrée, puisque vous n'auriez pas ça. D'accord ? Donc effectivement, ça va être un tout petit peu plus cher. Et puis, le franchiseur va vous donner une deuxième information chiffrée qui est l'apport personnel. Vous n'aurez certainement pas les 100 000 euros à sortir de la poche comme ça. D'accord ? Mais vous ne pourrez pas non plus, parce que sinon Florent ne va pas être d'accord, aller chez le banquier en disant « prêtez-moi les 100 000 euros ». Le banquier va dire « d'accord, peut-être, mais il faut que vous mettiez quand même une mise de fonds ». Et la mise de fonds, c'est ce qu'on appelle l'apport personnel. Donc, c'est vraiment de l'argent que vous avez, qui est sur votre livret A, votre compte d'épargne, peu importe. Et en principe, et là, tu reviendras là-dessus après, l'apport personnel, il est, pour vous donner un ordre d'idée, il tourne autour de 30% de cet investissement total. Là aussi, je ne pense pas que ce soit très différent que de quand on part tout seul. Il y a toujours une mise de fonds à faire. D'accord ? Donc, investissement total, apport personnel et bien entendu le solde, financement bancaire. Voilà dans les grandes lignes ce que coûte, je dirais, d'intégrer un réseau de franchise. Et dernière précision par rapport à l'investissement total, les chiffres que l'on vous donne, c'est toujours hors immobilier. D'accord ? Le franchiseur ne peut pas vous donner de manière aussi précise ce que ça vous coûte de louer un local, voire d'acheter ou d'acheter un pas de porte ou un droit au bail. Et c'est très variable de ville à ville, de région en région. Donc là, c'est pratiquement du cas par cas et ça viendra en plus. Quatrième question. Quels sont les avantages et les inconvénients ? D'accord ? Alors, d'habitude, on dit les exigences. Ici, je vous dis carrément les inconvénients. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Mais en contrepartie, quelles sont les contraintes, je dirais, du système ? Voilà, alors on a essayé d'établir un tableau finalement qui reprend les avantages et les exigences du système. On en a déjà beaucoup parlé. Hein. Bien évidemment, premier élément, c'est l'image de marque. C'est-à-dire que si je décide de rejoindre une enseigne du jour au lendemain, si cette enseigne est connue de manière nationale ou internationale, immédiatement, je vais pouvoir attirer des clients qui vont être intéressés par la marque parce qu'ils la connaissent déjà. Et je n'aurai pas besoin pendant des années de me faire un nom pour être connu, réputé et créer ma notoriété. Donc ça, c'est le premier élément qui est bien sûr essentiel. Mais ce n'est pas le seul. Je pense que les deux suivants sont essentiels également. C'est la notion de savoir-faire. On a parfois tendance à minorer en fait un petit peu cet élément-là. Mais il y a une définition de la franchise qui dit que la franchise, c'est la réitération d'une réussite. Et pour pouvoir réitérer une réussite, il faut avoir mis en œuvre finalement un savoir-faire, avoir pris le temps de le tester pendant suffisamment d'années et de pouvoir être en mesure ensuite de le mettre à la disposition du nouveau franchisé. Et je pense que le gros atout de la franchise, c'est ce levier finalement de savoir-faire qui fait que lorsque je rejoins une enseigne, je vais immédiatement pouvoir bénéficier des recettes
du franchiseur qui ont fait ses preuves et je ne vais pas avoir à tâtonner finalement pendant des années pour réussir. Donc immédiatement, je vais me retrouver face à un franchiseur qui a déjà fait la preuve de son succès, qui a déjà des points de vente en succursale, qui a déjà des franchisés, qui a testé son concept peut-être pendant 10 ans, qui est sur le territoire national peut-être pendant 10 ans et qui, pour le coup, met à ma disposition un concept qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est cette notion de savoir-faire accumulée au fil des années qui fait que les erreurs qui ont pu être commises dans le passé par le franchiseur quand il a tâtonné, quand il s'est lancé, quand il a essayé des nouveaux trucs, eh ben, j'aurais pas à les commettre puisque lui sait déjà que ça fonctionne de cette manière et donc je ne vais pas commettre les erreurs éventuellement qu'il a pu faire dans le passé en tâtonnant lorsqu'il a mis en œuvre son concept au fil des années. Donc ça, c'est très important. Le troisième élément, il me semble aussi essentiel, c'est la notion d'accompagnement et de formation. Le problème d'un chef d'entreprise aujourd'hui, et d'un commerçant en particulier peut-être, c'est que aujourd'hui, un commerçant, c'est pas un surhomme, si vous voulez. Un commerçant, c'est quelqu'un qui doit en permanence regarder son activité et se dire avec une vision à 360 degrés, qu'est-ce qui est susceptible de mettre en péril mon affaire? En permanence, il doit se poser cette question. Et donc, il doit être un bon gestionnaire de stock, il doit être un bon manager d'équipe, parce que souvent, un franchisé, c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être 2, 3, 4 salariés à gérer. C'est quelqu'un qui doit s'y connaître un petit peu en juridique, parce qu'il a une réglementation peut-être spécifique à son secteur d'activité. C'est quelqu'un qui doit s'y connaître également en comptabilité parce qu'il a un petit peu de compta à faire. C'est quelqu'un qui doit savoir aussi comment on aménage un point de vente et comment on doit présenter une vitrine. C'est quelqu'un qui doit donc être vraiment multifacette, qui doit aussi savoir comment gérer sa com, qui doit savoir gérer sa publicité. Et aujourd'hui, des gens qui savent faire tout ça à la fois, moi j'en connais pas, c'est très compliqué. Et l'intérêt justement de la franchise, c'est qu'on est en fait aidé par des gens dont c'est le métier finalement. Le franchiseur, il a un service développement, il a un service juridique, il a un service formation, il a un service publicité, il a un service communication. Il a plein de gens au siège qui sont là justement pour vous aider. Et c'est cet atout, à mon avis, essentiel qui fait que la franchise est intéressante, c'est que derrière, on n'est pas isolé, on n'est pas seul et on a des gens qui sont là aussi pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, c'est la rapidité et la sécurité dans le développement de son entreprise. C'est tous les avantages que je citais tout à l'heure, finalement, c'est que ça permet d'aller plus vite. Et puis la dynamique du réseau, que je pourrais traduire peut-être par un exemple, pas un exemple, mais juste une phrase qui est de dire que on est moins bête à deux que tout seul. Et 2 cerveaux valent mieux qu'un. Et quand vous faites partie d'un réseau de 50 franchisés, il y a 50 réseaux, 50 cerveaux. Et quand vous êtes tout seul, il n'y a qu'un seul cerveau. Et donc, forcément, bénéficier de l'expérience de tout un réseau en même temps, ça permet d'être plus efficace. Sur les exigences, c'est le respect des normes, ça c'est très important. Et là-dessus, généralement, le franchiseur est assez intraitable. C'est-à-dire que si jamais vous allez rejoindre la franchise Subway, par exemple, qui est exposante là au salon, je les voyais tout à l'heure, il y a de fortes chances que dans votre futur point de vente, vous n'ayez pas la possibilité de vendre du prêt-à-porter, par exemple, parce que ça ne rentre pas du tout dans les critères de Subway de vendre du prêt-à-porter. Donc, il va falloir vendre que des sandwichs, a priori. Donc, il y a un certain nombre de normes à respecter. Il y a aussi une application du savoir-faire qui est généralement assez précise, mais généralement, elle a fait ses preuves, donc autant la respecter, c'est l'intérêt. Il faut aussi avoir envie d'adhérer à l'esprit de la marque, c'est-à-dire jouer le jeu de l'enseigne et se dire oui, tiens, si j'ai des nouvelles idées, je vais en faire profiter tout le monde. Je vais vous citer un exemple. Il y a McDo qui a créé, il y a peut-être aujourd'hui une quarantaine d'années, un hamburger au poisson qui s'appelle le Filet-O-Fish. Vous le connaissez tous ? Il a été créé par un franchisé qui un jour s'est rendu compte dans une région des États-Unis assez croyante, protestante, que le poisson ça marchait bien le vendredi et il a sorti un hamburger de poisson le vendredi. Et aujourd'hui, dans les 30 000 ou 40 000 McDo du monde, vous avez des Filet-O-Fish. Donc voilà l'expérience de tout un réseau qui fait que ça permet de progresser et de proposer des évolutions intéressantes. Et puis, il faut rémunérer le franchiseur parce que tout service mérite rémunération. C'est ce qu'expliquait Rosemary tout à l'heure. C'est vrai que rejoindre un réseau, c'est en contrepartie des prestations qui vont m'être apportées,
En contrepartie de l'image de marque qui va être mise à ma disposition immédiatement, eh ben, c'est l'obligation derrière de rémunérer le franchiseur pour les services qui me sont apportés. Logique. Alors, quelque chose que tu as un peu abordé maintenant, quel est le profil du franchisé finalement? Est-ce que vous, tous qui êtes dans la salle, pouvez devenir franchisé? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? On peut répondre oui et non en même temps. Oui, il y a un profil. Tous les franchiseurs, quand ils déterminent et quand ils se lancent dans le développement, ils déterminent un profil de franchisé. Mais finalement, quand on analyse et quand on regarde leurs demandes et leurs exigences par rapport à ça, on se rend compte qu'ils recherchent à peu près tous le même type de profil. La première chose que je voudrais dire, c'est que la première démarche que vous devez avoir, c'est une démarche d'autodiagnostic. Soyez convaincus au départ que vous voulez créer votre entreprise. Soyez convaincus que vous voulez devenir votre propre patron. Parce que franchise ou pas franchise, vous allez créer votre entreprise. Et vous allez gérer votre propre entreprise. Dans le cadre d'un réseau, avec toutes les prestations dont on vient de parler, avec l'accompagnement et toute la sécurité que ça peut vous apporter. Mais au bout du compte, vous créez votre propre entreprise. D'accord ? Donc si vous n'êtes pas convaincu de ça, ce n'est pas la peine, franchise ou pas franchise. Et j'ajouterai à ça, vous en êtes convaincu, mais il faut que votre entourage adhère au projet aussi. D'accord ? C'est un projet, je dirais, familial d'une certaine manière. Ça va tellement vous impliquer financièrement, personnellement, que si votre entourage n'est pas d'accord avec vous, ça va être encore plus difficile. Parce que ça reste de l'entreprise privée, qu'il va falloir le temps de monter le business et que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain non plus. D'accord ? Et que vous aurez des hauts et des bas. Et que quand vous êtes dans le bas, si vous rentrez chez vous et que la personne qui vit avec vous vous dise « Ah ben oui, voilà, je te l'avais dit, hein. Tu n'aurais pas dû faire ça. Regarde maintenant dans quel état on est, dans quelle situation on se trouve. » Et là, ça va pas, vous n'allez pas y arriver. D'accord ? Donc, première étape, celle-là. Après, en termes de profil, après vous vous renseignez sur la franchise, etc. Mais après, le profil finalement du franchisé, c'est quelqu'un qui est motivé, d'accord ? Motivé et passionné par le secteur d'activité dans lequel qu'il va intégrer et dans lequel il veut travailler. Ce sont des gens en général qui ont le sens du commerce, ça c'est primordial aussi. Okay ? Et ça, le franchiseur va chercher à identifier si vous avez, même si vous n'avez jamais eu d'activité commerciale, si vous n'avez jamais été commerçant, il va quand même se renseigner et voir si dans votre parcours vous avez des signes de ça. Et puis des capacités de gestion et de management. De management, pourquoi ? Parce que vous allez gérer une équipe, plus que probablement. Alors là aussi, dans certains réseaux, vous avez 2 personnes à gérer, mais dans d'autres, dans la restauration ou autres, vous pouvez gérer 30, 40, 50 personnes. Même dans les services à la personne, on gère beaucoup de monde. Donc là aussi, il faut être capable de manager ses équipes et puis bien entendu de gérer son entreprise. Après, puisque le franchiseur vous forme, les compétences techniques, elles ne sont pas absolument nécessaires. Pas toujours. D'accord ? Puisque le franchiseur va vous apporter ce qu'on appelle la formation initiale et qui, elle a pour but de vous rendre opérationnel le jour de l'ouverture, d'acquérir le fameux savoir-faire dont Florent a parlé, afin que vous puissiez gérer votre entreprise dans le cadre du réseau. Donc, ne vous fermez pas les portes de certains secteurs d'activité parce que vous n'avez pas de compétences techniques. Je dirais même presque au contraire, parfois. Puisque le franchiseur va même parfois, dans certains cas, chercher des gens qui ne sont pas du métier. D'accord, pour leur apprendre la méthode qui est la sienne et pour qu'ils puissent l'appliquer plus librement, on va dire, et plus naturellement que si on a déjà travaillé dans le secteur où on a pris d'autres habitudes de travail. C'est un petit peu plus compliqué après. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques que nous, on a l'occasion de faire, on voit que 70% des franchisés sont d'anciens salariés qui ont forcément eu des expériences professionnelles diverses et variées et qui, grâce à ces expériences professionnelles, vont enrichir le réseau. Et je reviens sur ce que disait Florent juste avant, le fait qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule, mais c'est ça aussi qui fait la dynamique réseau et la richesse du réseau. Parce que le franchiseur, il est très, on va dire, friand, finalement, d'avoir des profils et des expériences différentes parmi ses franchisés parce qu'ils vont apporter leurs compétences au service du réseau et le faire avancer plus vite. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc voilà pour le profil. Il y en a un sans en avoir un. Je ne sais
pas si tu as des choses à rajouter Oui, par ouais, rapport à non, ça. J'aimerais juste, Rosemary, confirmer ce que tu as dit qui me semble hyper important, c'est de dire que même si le franchiseur est là pour vous transmettre un savoir-faire parce qu'il en a l'expérience et même si vous n'êtes pas du métier a priori, ça devrait coller parce que les formations sont faites sérieusement. Ouais. C'est 6 mois, 9 mois, vous allez sur le terrain, il y a des cours, il y a plein de choses et c'est vraiment très très bien foutu. Ce qui est certain, c'est que ce que le franchiseur ne pourra pas vous transmettre, c'est la bosse du commerce. C'est d'avoir envie d'être commerçant et c'est d'avoir envie d'aller au-devant du client. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en soi, en fait, pour le coup. Hein, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné et il faut que vous fassiez ce travail un peu d'introspection sur vous-même en vous disant, bah, tiens, finalement, si j'ai pas envie d'accueillir à 19h45 le soir le client parce que je vais fermer ma boutique et j'ai envie de rentrer chez moi, et ben, je suis peut-être pas fait pour être commerçant. Et donc ça, il faut vraiment s'interroger là-dessus parce que c'est, à mon sens, très important. Et c'est ça aussi, enfin, on est tous clients, hein. On sait qu'il y a des... Bon, voilà, on se dit, bah, là, c'est un bon commerçant et là, c'est un petit peu moins bon. Eh ben oui, et ça justifie aussi des différences de performance qu'on peut faire en termes de chiffre d'affaires, hein, tout simplement, même au sein d'un même réseau. Hein, mais voilà, parce qu'il y a des gens qui ont plus la fibre que d'autres. Alors, si on voulait être un peu plus synthétique, enfin, travailler par étapes, comment est-ce qu'il faut s'y prendre finalement pour devenir franchisé? Donc ça, c'est la checklist qui me paraît très bonne parce que c'est une checklist qui permet de rien oublier par rapport aux différentes démarches à accomplir avant de se lancer. Donc d'abord se renseigner sur la franchise. Il faut aller sur le site internet de la Fédération française de la franchise. Il faut participer aux excellentes formations de Rosemary. Parce que Rosemary, tu animes des formations Oui, j'anime des formations devenir franchisé. Voilà. Une formation d'une journée qui se passe à la FFF au siège et qui vous permet de vraiment... c'est ça en une journée. Quoi. Hein. Donc on va au fond des choses et il y aura des brochures sur le stand de la FFF qu'on pourra vous donner si vous le souhaitez. On rentre dans le détail de beaucoup d'éléments et on prend le temps justement aussi de répondre aux questions, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Les sites internet, ils sont nombreux maintenant sur la franchise et très utiles. Il ne faut pas hésiter à aller sur internet là-dessus. Il y a aussi beaucoup de revues spécialisées qui sont bien faites. Je pense notamment à Franchise Magazine qui fait un remarquable boulot sur le sujet. Et je vous invite à acheter les numéros parce que vraiment c'est utile. Il y a des dossiers de fond, c'est sérieux. Ensuite, il faut choisir son secteur d'activité. C'est un petit peu ce que disait Rosemary. Si par exemple, j'aime pas du tout les hamburgers, je reviens à la restauration, je vais peut-être pas m'orienter vers un McDo, par exemple, parce que je vais être malheureux pendant toute la durée de mon contrat. Donc, il va falloir que j'aille un peu plus vite, c'est ça, Rosemary? Non, oui, non, mais je regarde l'heure parce que sinon on va se faire jeter. Donc, il faut absolument choisir un secteur d'activité en adéquation avec l'enseigne que j'ai envie de faire avec l'enseigne que je vais rejoindre. C'est très important. Vérifier mes capacités financières. On parlait d'apport personnel tout à l'heure. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Et je crois qu'on y reviendra quelques instants tout à l'heure. Ouais. Prendre contact et rencontrer les franchiseurs sur les salons, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il y a aussi un salon de la franchise important chaque année à Paris au mois de mars. Vous avez 300 ou 400 exposants. 450 exposants, 24 au 27 mars l'année prochaine. Rencontrer les franchisés. Moi, quand je donne qu'un seul conseil à des candidats à la franchise qui viennent me voir, c'est de dire allez rencontrer un maximum de franchisés du réseau, parce que pour le coup, eux vous diront ce qu'ils vivent. Et à ce propos, pour faire un peu la pub de la Caisse d'Épargne, sachez qu'on a lancé un indicateur de la franchise cette année qui a pour objectif d'interroger tous les franchisés des réseaux qui répondent aux questions en disant est-ce que je trouve que les services qui me sont apportés par mon franchiseur sont bien ou sont pas bien, et notamment sur l'accompagnement, la formation initiale, le suivi, ce que ça me coûte, etc. Et on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on a fait ce travail sur une 60aine de réseaux à peu près. C'est tous les franchisés qui répondent dans le réseau et qui disent voilà comment je note mon franchiseur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de la Caisse d'Épargne qui s'appelle horizonentrepreneur.fr et là vous aurez toutes les infos sur cet indicateur. Recevoir le DIP et le contrat, l'étudier avec son avocat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le document d'information précontractuelle et son contrat, et prendre le temps de le faire analyser, faire sa propre étude de marché. Il y a un point qui est essentiel aussi, qui est de dire ça reste du commerce, donc l'emplacement que je vais choisir, il va être vraiment primordial. Alors pas dans tous les secteurs d'activité, mais aujourd'hui quand même dans pas mal de secteurs d'activité, savoir où on s'installe, c'est essentiel. Et à partir du moment où vous aurez choisi votre local,
avec le franchiseur, il sera très important à mon avis de passer du temps devant ce local pour voir si c'est un local, si c'est une rue passante, s'il y a des gens qui viennent, s'il y a de l'activité, s'il y a du trafic ou s'il ne se passe rien dans cette rue parce que c'est vraiment l'avenir de votre projet qui en dépend. Établir son business plan, bien évidemment, c'est-à-dire savoir comment je vais financer mon dossier et derrière comment je vais prévoir un prévisionnel, mon compte d'exploitation prévisionnel qui va me permettre de savoir sur 1, 2, 3 ans comment ça peut se passer par rapport à l'avenir de mon activité. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller rencontrer un expert comptable pour justement préparer ce projet. C'est très très important. En discuter avec son banquier aussi, hein, bien sûr, de son business plan. Hein, mais l'expert comptable est là aussi pour vous apporter des conseils avisés. Et puis, dernière étape ultime avant le grand saut dans l'inconnu. Pas l'inconnu, j'espère, justement. Au contraire, on a essayé de tout faire pour que ce ne soit pas l'inconnu, mais faire signer son contrat. Donc, signer son contrat et puis démarrer l'aventure. Ensuite, comment devenir franchisé, mais comment bien choisir son franchiseur? Alors, on l'a déjà dit, il faut trouver un secteur d'activité qui vous plaise. Et là, effectivement, il y a de la franchise à peu près aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs, je mentirais, mais dans de très nombreux secteurs d'activité. Essentiellement orientés vers le consommateur, le particulier, mais on commence à avoir de plus en plus de franchiseurs et de réseaux de franchise dans le B2B, donc dans les entreprises, dans l'accompagnement aux entreprises, etc. Vérifier que le marché soit en développement. Et là, dans le DIP, le franchiseur va vous donner des éléments sur l'état général du marché et l'état local du marché. Donc, effectivement, tout en restant prudent malgré tout de ces fameux marchés qui boostent d'un coup et qu'on se dit, tiens, c'est la super bonne idée, attention quand même, vérifier. Et peut-être un conseil, éviter les réseaux qui s'installent sur des secteurs d'activité qui sont boostés par des aides financières de l'État, par exemple. D'accord ? Parce que, surtout aujourd'hui, les aides financières de l'État, les niches fiscales, etc., je ne vous fais pas le dessin, vous voyez où on en est. Donc, faites attention à ça. Vérifiez que l'enseigne a un vrai savoir-faire, une bonne formation, une rentabilité. Donc, tous ces éléments qui sont contenus dans le DIP vont vous les donner. Les franchisés sont aussi des sources d'informations, comme on l'a dit, très importantes. On a parlé de savoir-faire. Donc, le savoir-faire vous est transmis par la formation initiale. Mais si la formation initiale, elle dure 2 jours, est-ce que j'ai un vrai savoir-faire à transmettre en tant que franchiseur? Parce que, bon, voilà, 2 jours de formation, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ou en tout cas, c'est assez léger. Est-ce que ça vaut le coup de payer pour une formation qui dure 2 jours? D'accord? Est-ce que j'apprends réellement un nouveau métier en 2 jours? Ok, donc faites attention à ça. Bien entendu, vérifiez la rentabilité. Alors, forcément, le franchiseur ne vous donnera que des rentabilités moyennes, mais c'est pour ça qu'il est important de prendre votre dossier en main, de faire votre propre étude de marché, d'établir votre business plan et de voir où vous allez, où vous mettez les pieds. D'accord? Et là, le banquier, l'expert comptable peut vous y aider. Devenir franchiseur, c'est un vrai métier pour ce franchiseur. C'est un nouveau métier la plupart du temps. Parce qu'on est souvent face à des gens qui ont ce qu'on appelle qui sont des succursalistes, c'est-à-dire qui ont développé leur marque en propre avec des points de vente qui leur appartiennent et qui, à un moment donné, peut-être l'avaient imaginé comme ça dès le départ, mais peut-être pas, décident d'utiliser la franchise pour continuer leur développement. La franchise, pour un franchiseur, ce n'est pas une fin en soi. La franchise, c'est jamais qu'une technique pour se développer. Donc, c'est un moyen qu'ils utilisent pour continuer à développer leur marque. Super moyen, on fait appel à des indépendants motivés qui vont investir et qui vont aider au développement du réseau. Très bien. Mais ça demande pour le franchiseur une structuration, une organisation bien précise. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens de se développer et de vous accompagner? Et c'est ça qu'il va falloir vérifier. Alors, les jeunes réseaux, ils ne seront pas 50 ou 100 au siège, hein, forcément à la tête de réseau, comme on dit. Ils seront peu nombreux, mais s'ils sont peu nombreux aujourd'hui, comment ils envisagent l'avenir? Et ça, c'est des questions qu'il faut que vous leur posiez. Est-ce qu'il y a des animateurs de réseau? Oui, non. S'il n'y en a pas, quand est-ce qu'ils pensent
intégrer un animateur de réseau pour vous accompagner, parce que ce sont les gens qui sont là pour vous aider à vous développer. Donc il y a toute une série de questions à voir comme ça, si au niveau de la structure du franchiseur, ça colle et ils mettent les moyens pour développer et accompagner le réseau. Et dernier élément, et ça tous les franchisés que vous allez rencontrer vont vous le dire, et tous ceux que nous on rencontre, ils nous le disent, moi j'ai intégré ce réseau parce que j'ai vérifié tous les autres points, mais aussi parce que j'avais le sentiment de partager les mêmes valeurs avec ce franchiseur. Vous allez vous marier, on a parlé de mariage, il faut que ça colle. Il faut que vous ayez envie de travailler avec ces gens-là. Et dans un même secteur d'activité, je dirais à périmètre comparable, c'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui vous vous entendez, avec des gens avec qui le courant passe, et il y a des gens avec qui le courant ne passe pas. Et donc forcément, il faut travailler avec des gens avec qui le courant passe. Et ça sera la même chose pour le franchiseur, hein. Il va vous choisir parce qu'il a l'impression que, voilà, avec vous, ils pourront travailler et développer la marque. Alors, on va encore aller plus vite parce que là, on perd du temps. De quelle manière le franchiseur m'aide-t-il dans ma démarche ? Est-ce que c'est toi ? Oui. Donc le franchiseur, il peut vous aider avant l'ouverture du point de vente, hein, dès lors que vous avez signé votre contrat de franchise avec lui. Donc il va vous aider à valider le local que vous allez trouver, ou alors il va vous en proposer un. En tout état de cause, à un moment donné, il aura son mot à dire sur l'emplacement, hein. Ça, c'est vraiment un point sur lequel le franchiseur ne transigera pas, et c'est normal parce que lui a des critères qui sont bien spécifiques, hein, par rapport à l'emplacement où il souhaite installer ses futurs points de vente. Il va également vous donner des informations utiles en termes de business plan, parce que lui, il a l'expérience avec aujourd'hui peut-être 50 ou 100 franchisés déjà dans son réseau. Il a la capacité de vous dire comment ça fonctionne déjà auprès des franchisés, comment ça fonctionne au bout de 3 ans en régime de croisière pour ceux qui se sont lancés, comment ça se passe au démarrage. Donc il a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Il y a une histoire qui existe par rapport à l'enseigne, et là-dessus, il pourra vous aider. Et puis, si c'est un bon franchiseur, il aura un référencement avec la caisse d'épargne. Puisque là, pour prendre ma casquette caisse d'épargne, on a en fait, nous, des partenariats avec une centaine de gros réseaux de franchise aujourd'hui. Et l'objectif que nous avons avec ces réseaux, c'est justement de les aider et de leur faciliter l'accès au financement de leurs futurs franchisés, hein. Donc ça, c'est un point qui est très important, puisque nous, on a envie de travailler avec la franchise parce qu'on considère que la franchise est beaucoup moins risquée qu'une simple création d'entreprise. Les chiffres sont là, hein, pour le rappeler. Aujourd'hui, vous avez une entreprise sur 2 qui cesse son activité avant son 2e anniversaire en France, alors que dans la franchise, vous avez 80% des franchisés qui subsistent au bout de 5 ans. Donc la franchise, c'est quand même un moyen de limiter les risques au maximum. Et nous, en tant que banquier, on aime bien limiter les risques au maximum. Et on aime bien essayer d'avoir des relations sur le long terme avec nos partenaires chefs d'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'on aime bien référencer les bonnes enseignes. Et puis l'accompagnement à l'ouverture, ça c'est aussi un point qui est très très important. Et pour faire juste une passerelle sur le document, l'indicateur de la franchise que je vous citais tout à l'heure, qu'on a lancé là cette année, on constate que une des premières attentes en fait des franchisés aujourd'hui en France, hein, qui sont interrogés, c'est justement de bénéficier d'un bon accompagnement au démarrage. Parce que le pire, en fait, pour un créateur d'entreprise qui démarre son activité, c'est de se retrouver seul en fait dans son point de vente au tout début. Et là, parfois, on a envie de se mettre à pleurer, quoi. Et être accompagné à l'ouverture par un franchiseur pendant peut-être 3 semaines ou 1 mois, des gens qui sont là pour vous aider à vous lancer, c'est quelque chose de très très utile. Alors, en dehors du franchiseur, est-ce qu'il y a d'autres organismes à consulter ? On les a cités. Je pense que la Chambre de commerce est un acteur incontournable de votre projet. Donc, il faut impérativement aller les rencontrer. Ils sont en plus expérimentés sur le sujet. Ils sont tout à fait capables de vous aider. Ce sont des gens qui sont très, très proches de la franchise. L'avocat également, mais prenez un avocat spécialisé en droit de la franchise, parce que les avocats qui ne sont pas spécialisés connaissent pas forcément les méandres et les spécificités de ce domaine. Donc je pense qu'il vaut plutôt aller voir quelqu'un qui connaisse bien le sujet. L'expert comptable qui sera très utile, qui connaît parfaitement son métier aussi et qui va pouvoir vous aider à voir plus clair par rapport au chiffrage justement de votre projet. Bien évidemment le banquier, qui va également à un moment donné décider de vous prêter les fonds nécessaires pour financer votre dossier. Et puis d'une manière générale, je dirais tous les clubs de créateurs d'entreprises qui peuvent exister dans votre région, dans votre département,
et qui sont là pour vous aider. Les organismes également d'accompagnement comme Initiative France, France Active, l'Agence pour la création d'entreprises. Il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui sont là pour vous aider, les boutiques de gestion, etc. N'hésitez pas à frapper à ces portes. Et ces gens-là sont là pour vous aider. Ouais, je pense que le maître mot, c'est de vous faire accompagner, effectivement. Vraiment pas. N'oubliez pas que le franchiseur vous apporte tout ce qui concerne son concept, mais vous créez quand même votre entreprise et c'est votre propre entreprise. Donc il faut vraiment que vous soyez conscient de ce que vous faites. Et c'est comme ça que les choses se passent au mieux. D'accord ? Dernier élément, alors effectivement, on a parlé de la Caisse d'épargne, on va parler de la FFF. Nous, on est l'association française représentative du métier de la franchise au sens large au niveau national. Je voulais juste attirer votre attention sur un point. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'encadrement légal, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de loi sur la franchise. Il y a la loi Doubin, mais qui ne concerne pas que la franchise. Il y a quand même un code de déontologie qui a été écrit à l'initiative des premiers franchiseurs français début des années 70 et qui est devenu code européen de la franchise. Donc c'est une sorte de règles internes, de règlement intérieur pour les professionnels de la franchise et qu'on leur demande de respecter. Donc il y a la définition de la franchise. Vous voyez ce qui est indiqué là. C'est un code de bonne pratique et d'expérience et de bons usages pour les franchiseurs et les franchisés. Ce que je voulais dire, c'est que tous les réseaux qui adhèrent à la FFF s'engagent à respecter ce code de déontologie. C'est même aujourd'hui, on oblige les franchiseurs à annexer à leur contrat de franchise ce code de déontologie. Donc ça veut dire qu'ils s'engagent à le respecter. Voilà quelques enseignes qui adhèrent à la FFF. Il n'y a aucune obligation pour les franchiseurs d'adhérer à la FFF. C'est vraiment une volonté de leur part de se fédérer et de travailler ensemble sur le métier de franchiseur et d'être représentatif auprès des pouvoirs publics notamment. Donc les réseaux s'engagent à le respecter. Nous, on va vérifier un certain nombre de critères avant d'accepter ces réseaux en tant que membre de la FFF. Donc c'est pour vous et pour les réseaux adhérents, c'est une forme de label de qualité. D'accord ? C'est voilà, le fait de pouvoir apposer les 3 F sur leur communication, ça veut dire qu'ils ont été quelque part un peu scrutés et sondés par la FFF. En tout cas, qu'ils ont souhaité mettre leur réseau à plat devant nous et qu'ils n'ont pas eu peur de ça. Et donc voilà, alors ils ne sont pas tous là et il y en a d'autres, mais voilà. Et je terminerai avec ça, ça ne veut pas dire non plus que les réseaux qui ne sont pas adhérents sont des mauvais réseaux. Hein. Il y a une volonté de leur part et bon, pour certains, ils trouvent que ce n'est pas très intéressant. Puis voilà, d'accord ? Voilà, je n'ai pas de slide, mais je vais vous donner le site internet de la FFF parce que vous pouvez y retrouver et le code de déontologie et le document d'information précontractuelle notamment. C'est www.franchise-fff.com. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. Voilà,